Özlem Bey. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. Direction tout d'abord le Yémen où à Aden, la grande ville du sud, a été ravagée par plus de 3 mois de violence et des conflits intenses, des affrontements sur le terrain et les tirs de mortier et les bombardements aériens ont détruit des infrastructures civiles vitales, dont des écoles, des hôpitaux et des usines de traitement d'eau. À Aden, le chef de l'humanitaire de l'ONU, Stephen O'Brien, a appelé la communauté internationale à financer l'assistance dont la population a cruellement besoin. Juliette Lacharnay. De ses propres yeux, il est venu constater les dégâts. Dans les rues d'Aden, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires assiste impuissant au désastre. Aden, ville dévastée après 3 mois d'intenses combats. Les tirs de mortier et les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont fait des ravages. Le but de cette visite, c'est de comprendre ce qui arrive à la population. Nous devons d'aider ces gens. Nous devons nous assurer qu'ils puissent obtenir de la nourriture, qu'ils soient en sécurité, que les terrains soient déminés. Toutes ces choses qui permettent de se sentir en sécurité et se retrouver dans une certaine forme de normalité. Ceux qui n'ont pas pu fuir les combats tentent d'y survivre. Cet homme, à bout de force, a tout perdu. Sa maison est partie en fumée. Ici, les habitants manquent de tout. Eau, nourriture, aide médicale. L'ONU appelle de nouveau à la solidarité internationale. Nous avons besoin d'1 400 000 € avant la fin de l'année. Mais nous n'avons récolté jusqu'à présent que 30% des besoins, voire moins. Il faut intensifier nos efforts et que tout le monde s'y mette afin d'apporter l'aide dont ils ont besoin. À Aden, plus grande ville portuaire du pays, les combats ont déjà poussé plus de 200 000 personnes à quitter la ville. Mais l'urgence s'étend bien sûr à l'ensemble du pays. Au Yémen, plus de 20 millions de personnes ont besoin d'assistance, soit 80% de la population. Après de longs débats pendant la nuit, la Vouli, le Parlement grec, a validé l'accord technique trouvé avec ses partenaires pour un 3e plan d'aide financière. Les ministres des Finances de la zone euro se retrouvent ce vendredi à Bruxelles pour à son tour valider cet accord. Les explications d'Antoine Mariotti. Le soleil se lève finalement sur Athènes. Après une longue nuit de palabres et de divisions au sein de la majorité, le Parlement grec a finalement adopté un 3e plan d'aide en 5 ans. Je ne regrette pas de m'être battu comme personne ne l'a fait, à ce que je sache. Il faut dire les choses comme elles sont. Le vrai choix était entre un sauvetage avec l'euro ou un sauvetage avec la drachme. Mais le Premier ministre grec s'est aussi battu contre une partie de son propre camp. Un tiers des députés Syriza a refusé de voter ce plan d'aide. C'est grâce aux voix de l'opposition que le texte est finalement passé avec une large majorité. Nous demandons que la situation politique du pays soit clarifiée. Une solution doit être trouvée. Cela ne peut pas continuer. L'opposition ne peut pas continuer à être celle qui vous aide à faire passer vos lois alors que dans le même temps, vous la refoulez en session plénière lorsqu'elle annonce qu'elle va vous soutenir. Ça ne peut pas continuer, Monsieur le Premier ministre. Vous devez trouver une solution. En échange de la mise en place de mesures d'austérité, l'adoption du plan d'aide doit notamment permettre à la Grèce de rembourser à temps plus de 3 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Mais il faudra d'abord que l'Eurogroupe donne son accord au projet ce vendredi. Et l'Allemagne s'inquiète entre autres du programme de privatisation prévu par le plan d'aide. Le vote du Parlement n'est donc pas le dernier épisode du feuilleton grec. Et quelles sont les principales mesures exigées par les créanciers à la Grèce? Les explications de Florence Gaillard. Pour recevoir le 3e plan d'aide de 85 milliards d'euros et ainsi éviter la faillite, Athènes doit mettre en place une liste de 35 réformes à appliquer immédiatement. La TVA a déjà été augmentée de 13 à 23% partout en Grèce, y compris dans les îles touristiques jusqu'à présent épargnées. D'autres mesures doivent suivre, notamment la relance des privatisations, la fin progressive des pré-retraites, la hausse des taxes, y compris pour les armateurs, et une réduction du budget militaire de 300 millions d'euros.
Même si ces objectifs ont été revus à la baisse à cause de la récession, la Grèce a peu de chances de les atteindre, car sa dette devrait avoisiner les 200% de son PIB d'ici 2 ans. Pour Athènes, le retour à la croissance n'est possible qu'avec la renégociation de la dette. Aujourd'hui, une restructuration de la dette grecque est inévitable si on souhaite que la Grèce reste dans la zone euro, ce qui est globalement quand même le consensus aujourd'hui. Cette restructuration, elle doit avoir lieu a priori en termes de débat à l'automne prochain, donc on devrait avoir d'ici quelques semaines une visibilité à cet égard. C'est essentiel si on souhaite qu'on ait un redémarrage économique en Grèce et également qu'on ait une unité de la zone euro. Si le FMI réclame un allègement drastique de la dette grecque, les États de la zone euro, eux, sont beaucoup plus réticents. Wolfgang Schäuble notamment affirme que les citoyens allemands n'ont pas à payer pour les Grecs. Le bidonville de la Courneuve en banlieue parisienne doit être démantelé. Il est l'un des plus vieux de la région, installé là depuis plus de 6 ans. 300 familles roms y habitent. Reportage sur place d'Amani Tayad et Paul Macad. Ce labyrinthe de tôle est le plus vieux bidonville de France. Le camp samaritain, au nord de Paris, est coincé entre une autoroute et une voie de chemin de fer, à côté d'une vaste décharge où 300 Roms cohabitent avec des rats. On n'a pas de toilette, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de machine lavée, il y a plein de rats, il y a tout ici. La mairie de la Courneuve ne supporte plus cette situation d'insalubrité. Cette ville de banlieue parisienne accueille le plus grand nombre de campements illégaux de l'Hexagone. La mairie a fixé un ultimatum aux résidents du camp samaritain. Ils ont jusqu'à la fin du mois d'août pour quitter les lieux. Joseph, 18 ans, vit ici depuis 3 ans. Pour lui, pas question de s'installer ailleurs. Il a lancé une pétition et a recueilli 2500 signatures en 3 semaines. J'ai envie de voir moi-même que je me trouve après dans la rue. Je veux rester là parce que là, je trouvais des amis. Nous, là, on est bien, on est comme des familles ensemble. On n'a pas de solution, mais il y a l'association à des pierres qui elle veut mettre d'argent, elle veut nettoyer l'ordure, elle veut mettre de l'électricité, de l'eau, des toilettes publiques, de douches, tout ça, etc. Mais il y a le maire qui n'est pas d'accord. La mairie affirme ne pas avoir été impliquée dans ce projet et s'y oppose par crainte de voir se pérenniser les bidonvilles. En Île-de-France, les ONG de défense des Roms dénoncent la multiplication des ordres d'expulsion et l'absence de solutions alternatives. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Cuba ce vendredi pour une visite historique qui devrait consacrer le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Le déplacement de John Kerry se veut symbolique. Une levée du drapeau devant l'ambassade et une grande cérémonie publique devraient donc marquer ce rapprochement historique. Un rapprochement qui inquiète de nombreux dissidents cubains, mais qui représente pour beaucoup d'autres de l'espoir. Clément Bonnereau. Quelques derniers préparatifs avant le grand jour. Le secrétaire d'État américain John Kerry se rend vendredi à Cuba pour inaugurer l'ambassade des États-Unis. 2 cérémonies sont prévues, l'une à l'ambassade, la seconde dans la résidence du chef de la mission américaine. Les associations de dissidents n'ont pas été conviées à la première, elles s'estiment exclues. En tant que représentants de la société civile cubaine, on ne nous donne pas la place que nous méritons. Et cette deuxième cérémonie est un moyen de nous exclure et de nous faire entrer par la porte de service. La visite de John Kerry doit marquer un tournant dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Le gouvernement américain veut négocier directement avec les Cubains sur des questions comme l'embargo commercial ou les libertés politiques. Mais les dissidents cubains critiquent une approche trop conciliante envers le régime castriste. Ils estiment que les droits de l'homme ne sont pas négociables. Nous pensons que les choses ne se font pas dans les règles, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Ces derniers sont pourtant fondamentaux pour promouvoir la démocratie. Hasard du calendrier, Fidel Castro fêtait ce jeudi ses 89 ans. L'ancien chef de la révolution cubaine voit d'un mauvais œil le rapprochement avec les États-Unis. Dans une tribune, il exige une levée immédiate de l'embargo américain et des millions de dollars de compensation pour le peuple cubain.
Des bâtiments éventrés, des fenêtres pulvérisées, des milliers de voitures carbonisées. 36 heures après les 2 gigantesques déflagrations de mercredi, le quartier portuaire de Tianjin, dans le nord-est de la Chine, est littéralement dévasté. Au moins 50 personnes ont été tuées, il y a plus de 700 blessés. La cause des explosions n'est toujours pas connue. Plus de 200 experts sont à pied d'œuvre. Des éléments toxiques et nocifs ont été relevés dans le périmètre autour des explosions. Les explications de Cécile Galluccio. Ils sont à pied d'œuvre depuis jeudi. 200 experts militaires, spécialistes des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques. Opération de nettoyage et relevé des composants dans l'air. Les premiers résultats tombent. Dans l'ensemble, les principaux polluants présents dans l'air, le méthylbenzène, le méthane, l'éthane époxy et les composés organiques volatiles ont progressivement diminué. Ils sont presque revenus à des niveaux normaux. Une question reste en suspens. Quels produits étaient entreposés? L'État reste vague et évoque des substances chimiques dangereuses. Les responsables municipaux disent ignorer le détail des produits. De son côté, le journal libéral Les Nouvelles de Pékin cite des producteurs industriels et avance le chiffre d'au moins 700 tonnes de cyanure de sodium. Toujours selon ce média, des doses importantes de cette substance toxique auraient été relevées dans les égouts de la ville. L'article a rapidement été censuré et a disparu de la toile chinoise. L'inquiétude grandit au sein de la population. Plusieurs cadres de l'entrepôt ont été arrêtés, mais peu d'informations filtrent. Les médias sont contrôlés d'une main de fer par l'État. Autre question qui inquiète, pourquoi plusieurs résidences et 2 hôpitaux se trouvaient à moins de 1000 mètres de l'entrepôt? Mercredi, vers 23h30 heure locale, 2 explosions retentissent dans une zone industrielle de Tianjin. Les causes restent encore inconnues. Depuis, les pompiers tentent d'éteindre les nombreux incendies. Ce vendredi, de la fumée s'élève encore au-dessus de la ville. Ces explosions ont poussé des milliers de personnes dans la rue. Beaucoup ont été relogés dans des abris de fortune. Ils y reçoivent de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des lits gratuitement. Les hôpitaux, eux, sont débordés. Le bilan humain s'alourdit d'heure en heure. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Amérique du Sud, l'Équateur, paralysé par une grève générale, la principale organisation indigène du pays a appelé à un soulèvement contre le président Rafael Correa, au pouvoir depuis 2007. Et des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Les manifestants exigent le retrait d'une série d'amendements qui permettent à Rafael Correa de se présenter pour un nombre illimité de mandats. En mesurant des courants électriques traversant la pyramide, des scientifiques mexicains ont repéré ce que les Mayas appelaient un puits sacré. Sa découverte pourrait expliquer comment, il y a plus de 1000 ans, les Mayas choisissaient les lieux où construire leur temple. La pyramide de Kukulkan est un temple en l'honneur du dieu serpent à plumes, construite par les Mayas au XIIe siècle. Samsung lance aujourd'hui 2 nouveaux téléphones intelligents Android, les Galaxy Note 5 et Galaxy S6 Edge Plus, 2 appareils qui se distinguent notamment par leur grand écran tactile. Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S6 Edge Plus sera donc disponible en France et en Europe dès la rentrée de septembre et dans une fourchette de prix allant de 800 à 1000 € selon la capacité de stockage choisie. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé ses condoléances éternelles pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale et qualifié donc d'inébranlables les excuses passées du Japon, mais a appelé à en exempter dorénavant les générations d'après-guerre. Cédric Ferreira. Des excuses, c'est ce qui était attendu. Mais lorsque la question a été évoquée, Shinzo Abe s'est montré habile. Sans faire acte de repentance à titre personnel, il a rappelé les discours de ses prédécesseurs qui, eux, avaient bien exprimé des excuses. Pour l'actuel Premier ministre, il faut désormais se tourner vers l'avenir. Nous ne devons pas laisser nos enfants, petits-enfants et les générations suivantes, qui n'ont rien à voir avec la guerre, être prédestinés à s'excuser. Son discours était très attendu par les pays voisins, notamment la Chine et la Corée du Sud. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale continue d'empoisonner leurs relations avec le Japon. Les autorités des 2 pays n'apprécient pas le Premier ministre japonais, considéré comme un nationaliste, voire un révisionniste. Soucieux d'apaiser les tensions, Shinzo Abe a rendu hommage à toutes les victimes de la guerre.
Au 70e anniversaire de la fin de la guerre, je m'incline profondément devant les âmes de tous ceux qui ont péri, tant dans notre pays qu'à l'étranger. J'exprime mes sentiments de profonde peine et mes condoléances éternelles et sincères. Concernant la question des femmes de réconfort, ces femmes réduites en esclavage sexuel pour les Japonais durant la guerre, Shinzo Abe n'y a pas fait directement référence. Mais il a affirmé que le Japon voulait œuvrer à l'avenir pour les droits des femmes. Le sujet est notamment un point de tension avec la Corée du Sud. Chaque semaine à Séoul, des manifestations ont lieu devant l'ambassade du Japon pour réclamer des excuses et obtenir des dédommagements. Et c'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre antenne. Bon début de week-end à toutes et à tous.